Écoutez-moi. Je voudrais vous faire connaître à vous les bleus. Mon instructeur, l'homme qui m'a appris à me battre. Applaudissez-le très fort, s'il vous plaît. Sergent John Honey. Bon. Y a-t-il un volontaire? Puis-je avoir un volontaire? Très bien, Nogata. Ah, c'est pas croyable. C'est génial. Un compliment de Gata. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Maison du Cinéma d'Arts Martiaux. Aujourd'hui, on va interviewer Jean Frenette. Qui est Jean Frenette? C'est un grand karatéka d'origine canadienne qui est aussi un grand champion d'arts martiaux et un grand cascadeur. Il était en Belgique du côté d'Anvers le 11 février 2026, dans le cadre d'une tournée de séminaires de karaté à travers l'Europe. Nous avons eu l'occasion de le rencontrer et de l'interviewer. Voici son interview. Bienvenue dans la maison, dans ce nouvel épisode de la Maison du Cinéma d'Arts Martiaux. En tout cas, pouvez-vous me décrire un peu qui vous êtes, en tout cas? Alors, je m'appelle Jean Frenette, je viens du Québec, Canada, particulièrement la ville de Boucherville qui est en banlieue de Montréal. Je suis pratiquant d'arts martiaux depuis l'âge de 6 ans. J'ai commencé avec le judo et à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à faire du karaté à cause de Bruce Lee. Parce que les films de Bruce Lee sortaient à l'époque et évidemment, on est tous devenus fans de faire du... On appelait ça des films de karaté à l'époque au Québec, mais en fait c'est du kung fu. Mais bref, c'est ce qui a initié en fait mon intérêt d'aller vers le karaté à l'époque. Et évidemment, au fil des années, l'entraînement, faire des compétitions locales au Québec, à travers le Canada, après ça aux États-Unis pour éventuellement avoir une carrière de compétition assez marquante dans ma vie, dans le monde des arts martiaux, 5 fois champion du monde, 12 fois champion canadien, nord-américain, etc. Donc, il y a tellement de titres que vous ne pouvez pas tous les rappeler. Ouais, ça aurait l'air prétentieux. Justement, à propos toujours de karaté, de votre pratique, en fait, je veux dire, pouvez nous raconter, par exemple, vos professeurs, en tout cas, qui vous a informé, en tout cas, du moins, on va dire jusqu'à cette première dame, par exemple. Alors, mon premier professeur de karaté qui a été mon mentor, c'est maître Maxime Mazaltarim, qui était un élève de maître Yoshinao Nambu à l'époque. On pratiquait le Sankukai, qui était à l'origine, après ça, maître Nambu il a créé le Nambudo, mais à l'époque, c'était à l'origine le Sankukai qui venait du Shitoryu, en fait, Shukokai. Donc, j'ai commencé comme ça. Après ça, Maxime a pris une orientation différente dans sa pratique martiale. Et moi, à l'époque, j'étais jeune, je voulais compétitionner, j'avais soif de compétitionner, donc on a dû se séparer nos chemins. Et j'ai commencé à m'entraîner avec un sensei aux États-Unis qui s'appelle sensei Chuck Merriman, qui était le coach de l'équipe américaine à l'époque. Et il pratiquait le Goju-Ryu. Et c'est comme ça que j'ai été introduit à la pratique du Goju-Ryu à l'époque. Et ça a été mon sensei jusqu'à sa mort il y a 3 ans. Ah oui, je vois. Justement, à propos des compétitions de karaté en Québec, vous êtes issu du système américain, qu'est-ce que vous allez nous penser, par exemple, du système, classique, le fameux WKF, en tout cas, par exemple, quand les gens sont issus, qu'est-ce que vous en pensez, en tout cas? Ouais. OK. Mon parcours personnel en karaté, même au niveau compétition,
À l'époque, dans les années 70, il n'y avait pas le système américain. Donc, on faisait le karaté traditionnel version Wuko, qui était à l'époque avant de devenir la WKF. Donc, c'est kumité, kata. Et à l'époque, on faisait des katas pour s'échauffer, pour aller faire les compétitions de kumité. Donc, je viens d'un monde très traditionnel, très classique. Et c'est juste qu'en compétitionnant un peu à l'extérieur du Québec, en Ontario, aux États-Unis, j'ai découvert toute la formule plus américaine, ce qu'on appelle en anglais l'open. Et là, avec les katas plus traditionnels, il y avait des catégories traditionnelles, mais il y avait aussi le volet créatif où tu faisais tes propres chorégraphies. Après ça, avec la musique, etc. Donc, j'ai aimé beaucoup ça parce que j'aime exprimer ma créativité par l'art que je pratique. Et donc, c'était un bon médium pour moi de pousser un peu plus mes capacités physiques aussi en même temps, puis d'être créatif, sortir un peu, en anglais on dit toujours de thinking outside the box, c'est-à-dire aller un peu à l'extérieur des sentiers battus en fait. Et c'est comme ça que j'ai fait une transition, mais tout en travaillant mon karaté traditionnel parallèlement. J'ai jamais arrêté ça. Donc, il y a beaucoup de gens, des fois, qui ont la perception que je viens du monde du truc américain, mais pas du tout. Je viens d'un côté très classique. J'ai eu une période dans ma vie où j'ai fait de la compétition, beaucoup de compétitions aux États-Unis, les cartes artistiques, tout ça. Puis après ça, je suis retourné à une pratique très authentique. Je m'entraîne à Okinawa 2 fois par année, au Okinawa Goju-Ryu Karaté-Do, au Jundokan. Parce que si on ne savait pas, en tout cas, merci de nous le dire, en tout cas, quand même. Donc, justement, dans la compétition en kata artistique, par exemple, d'où vient cette inspiration de faire le kata qui vous a fait votre renommée? Comment ça s'appelle encore, Pascal? Bakuatsu. Merci. En fait, la création des katas artistiques, moi, j'ai été inspiré par John Chong aux États-Unis, qui vient de chez Junri. Puis il y a d'autres élèves aussi qui viennent on va dire, de l'écurie de Junri. Charlie Lee, Alan Chung, etc. George Chung qui venait plus du West Coast Demo Team. Ça m'a beaucoup inspiré. Puis j'ai dit, bon là, peut-être c'est une façon que je puisse vraiment exprimer ma créativité, mes idées à travers cette formule-là. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, le Bakuatsu, lui, est arrivé en deuxième. Le premier kata que j'ai fait, qui était très populaire aussi, c'était avec la musique de Eye of the Tiger, de Rocky 3. Et ça, moi, mon approche par rapport à tout ça, c'était de travailler avec la musique. Avec les high beat, low beat, vraiment avec le rythme de la musique. Pas juste la musique en arrière-plan, mais vraiment en harmonie avec la musique. Donc ça, c'était mon approche que les autres ne faisaient pas. Et c'est ce qui a fait que je me suis démarqué aussi en même temps. Mis à part tout le développement, la technique de coup de pied, le contrôle du corps, etc., qui fait que tout ça ensemble faisait quelque chose de vraiment unique. Justement, à propos du kata artistique, qu'est-ce que vous en pensez maintenant de l'évolution qui était devenue trop gymnique ou pas du tout? Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas. Écoutez, honnêtement, moi j'ai fait de la gymnastique pendant longtemps quand j'étais plus jeune, pendant une dizaine d'années. Donc, le côté acrobatique, je le comprends, puis j'étais capable de le faire très bien. À l'époque, on avait des règlements où on avait le droit de faire juste une acrobatie dans la chorégraphie. Donc, soit que je faisais une roue sans main, ou il y en a qui faisaient un salto arrière, peu importe. Et donc, mais c'est sûr certain que si on avait la possibilité d'en faire plus, j'en aurais fait plus. La seule différence, je dirais, moi j'admire beaucoup la capacité acrobatique qui est vraiment extraordinaire, le maniement d'armes qui est très spectaculaire, ça n'a rien à voir avec le côté traditionnel ou le côté réalisme, donc c'est plus un côté spectacle. Donc on s'est éloigné un peu, à mon avis, on s'est éloigné de la formule que nous, on faisait à l'époque. C'est vraiment, j'ai du respect pour ça, mais c'est juste comme ça a beaucoup changé vers un côté plus spectaculaire. Les techniques de base sont moins là, il y a moins de chimie, etc. C'est beaucoup axé sur la vitesse et le flash. Donc, c'est très différent. Mais respect pour les habiletés physiques. Ah, attends, j'ai mon ami Pascal, en tout cas, même, vous avez trouvé des vidéos sur le combat. En fait, pouvez-nous, par exemple, remonter un peu vos années où vous avez fait du combat, en tout cas, quand même. Donc, est-ce que vous avez gagné des tournois en combat aussi ou... Absolument. En combat, comme je disais tantôt, les années 70, on faisait des katas juste pour s'échauffer, parce qu'on faisait du combat. Donc, j'étais sur l'équipe du Québec en combat, à l'époque poids léger. J'ai compétitionné au Québec, j'ai gagné les championnats. Je suis arrivé 5e au monde avec la WACO en semi-contact en combat. Donc, j'en ai fait beaucoup du combat. J'ai même fait kickboxing un peu pour ma culture personnelle, Muay Thai, etc. Donc, c'était juste un choix à un moment donné que je trouvais que de faire les deux en amont, tellement solide, au niveau de l'entraînement, c'est énorme. J'ai préféré, à un moment donné, focuser plus sur les katas. En fait, ce qui est arrivé, c'est que je me suis cassé le poignet droit. Donc là, j'étais dans le plat, j'avais pas le choix, je ne pouvais pas faire de combat en plus. J'ai comme ça, concours de circonstances, la vie, a fait en sorte que j'ai parti aller plus vers les katas. Je comprends.
Ça un chose plus professionnel, comment vous êtes arrivé dans le milieu du cinéma, en tout cas quand même. Le milieu du cinéma, c'est intéressant parce que à l'époque, quand j'étais à l'école au primaire, je faisais un peu de théâtre, je faisais des voix de marionnettes. Je faisais des petits spectacles de marionnettes. Mais j'ai toujours eu un intérêt pour la scène, le spectacle, les démonstrations. C'est pour ça qu'après avoir fait ça au primaire, après ça, quand je suis arrivé au secondaire et dans les compétitions, je faisais des chorégraphies de combat avec costume, musique, dans les compétitions de karaté, le soir dans les finales, entre des catégories. Je faisais des démonstrations, des fois l'après-midi, etc. Alors, beaucoup de shows live en tant qu'adolescent. Puis en 1982, j'ai été avec deux de mes amis américains. On était allés au Long Beach International en Californie de Ed Parker. Et on avait dit, moi, c'était la première fois que j'allais en Californie. J'ai dit, je vais rester une semaine de plus, je vais découvrir la Californie. C'est un rêve. Et donc, moi, mon ami Stuart Kwan, qui était champion aussi, puis Gary Michak, on avait loué un hôtel ensemble. Enfin, t'as pas de commanditaire, t'as pas de sponsor, donc faut que tu te débrouilles avec les moyens. Et on s'en allait vers la plage, sur Pico Boulevard, et au coin de Avenue of the Stars, il y a les studios Century Fox. Il y avait un gros billboard, puis c'était l'annonce de la série télévisée The Fall Guy. C'est le petit don bateau en français. Ouais. Avec Lee Major. Avec Lee Major, exactement. Et donc, on a tous vu ça, on a dit, wow, ce serait le fun de rentrer dans l'industrie puis faire des cascades, des scènes de combat, des trucs comme ça. Oui. Donc, on a pris comme un pari. La durée du feu rouge, en fait. Fait que là, on a dit, OK, qui va être le premier à avoir un contrat puis rentrer dans le cinéma? La lumière tombe verte, on s'en va à la plage, Santa Monica, l'histoire, elle a suivi après. Donc, moi, je retourne à Montréal, je suis dans mon auto, j'entends à la radio qu'ils annoncent un casting pour un film américain qui s'appelait Meatballs. Je me prépare, mais en 82, tu n'envoies rien par email. Tu imprimes tes photos, tu imprimes ton CV, tu te déplaces à la maison de casting, tu t'attends pour rencontrer le coordinateur de cascade. Ce que j'ai fait, je les ai rencontrés. On dit, écoute, ce projet-là, c'est juste des autos puis des trucs à cheval. Mais il dit, dans 5 mois, je reviens à Montréal puis j'ai quelque chose de plus comme dans qu'est-ce que tu es capable de faire. Mais, tu sais, sur le coup, tu te dis, vas-tu rappeler, c'est-tu vrai, c'est pas vrai? Mais oui, 5 mois plus tard, appelle, écoute, on est prêt, on commence à faire d'autres trucs, viens faire un tour. C'est comme ça que j'ai commencé. Vous avez appris tout sur le terrain même, en fait. Exact. Parce qu'il n'y avait pas des écoles de cascade. Non, puis l'autre truc, c'est qu'il n'y en avait pas beaucoup de cascadeurs à l'époque. Moi, je suis rentré dans l'industrie à un moment où il n'y avait pas de spécialiste pour les sports de combat, l'art de combattre, puis j'étais gymnaste aussi en plus. Donc, alors que tous les autres, les gars, c'était soit des cowboys à cheval, des bagnoles ou des trucs autres que le côté combat. Et donc, j'ai pu intégrer l'industrie, puis on a fait des échanges de connaissances. Moi, je vais lui montrer comment on fait les batailles, comment on fait les réactions. Lui va montrer comment faire des dérapages en auto. Lui va montrer comment se mettre en feu, comment tomber en bas d'un building. Et c'est comme ça que j'ai appris au fur et à mesure, avec d'autres experts de d'autres disciplines. On a fait nos échanges de connaissances pour se développer. Je vois. Et par exemple, quel grand souvenir vous gardez, par exemple, dans le milieu du cinéma? En tout cas, est-ce que c'est une rencontre, est-ce que c'est un tournage, est-ce que vous gardez un bon souvenir? Ben écoute, j'ai beaucoup de bons souvenirs. Des fois, c'est dur quand quelqu'un me demande quelle production. J'en ai fait près de 200 films pour au-dessus de 250 épisodes de séries télé. Donc, ben, je dirais que le film 300, c'était quelque chose de très marquant pour moi dans ma carrière, d'avoir travaillé sur ce film-là du début jusqu'à la fin, toute la préparation, etc. Donc ça, c'est des projets comme ça qui te restent marqués à vie. Ouais. Et un mauvais souvenir? On sait jamais, hein, peut-être un tournage qui se part, ouais, mais non. Vous êtes disputé avec quelqu'un, en moins que vous voulez garder le silence dessus. Il y en a toujours des moins bonnes expériences. Je vois. Justement, j'ai oublié une question concernant les arts martiaux. En tout cas, quand même, justement, quel est votre plus grand souvenir marquant en arts martiaux? Est-ce que c'est l'obtention de votre ceinture noire? Est-ce que c'est les titres de champion du monde Waco ou en kata? Ou je ne sais pas. En fait, les faits marquants, c'est intéressant. C'est sûr que de passer la ceinture noire, c'était quelque chose parce que tu pratiques un art martial, la première ceinture noire que tu vas passer, c'est la plus importante. Après ça, si tu fais d'autres trucs, du judo, de l'aïkido, après ça, parallèlement à ta pratique martiale, ce ne sera pas la première. Donc, la première fois que tu passes la ceinture noire, c'est un événement marquant dans ta vie. Et tu réalises en même temps que, OK, il n'y a pas tant de changements que ça, je continue à m'entraîner et à me développer. Une ceinture noire, c'est juste le début, en fait. Et donc, j'ai eu cette même réaction-là quand j'ai gagné le championnat du monde en Allemagne à Waco, après avoir gagné la coupe, etc. Je suis allé dans ma chambre d'hôtel, je me suis regardé dans le miroir, puis j'ai dit, so what? Il n'y a rien de différent. T'sais. Donc, c'est quoi? C'est vraiment pas... L'événement comme tel te confirme que
as progressé, ça va bien, tu avances bien. Mais en même temps, il y a le côté de l'attitude martiale, un peu zen bouddhisme en même temps, que tu n'es jamais vraiment rendu. Dans le sens que tu vas toujours continuer à travailler, puis chaque jour est différent, puis tu continues à te développer. Et donc, ça, c'est intéressant parce que ça te garde toujours à l'affût de vouloir te développer, ne pas avoir l'attitude de dire, ben moi, je connais tout, je suis capable de faire tout, puis j'ai plus rien à apprendre. Au contraire, on apprend toujours. Je vois. Voilà. Sinon, donc, quels sont vos projets à venir aussi bien dans les arts martiaux et ainsi au cinéma? Excuse-moi? Vos projets à venir, quoi. Je veux dire, vous avez encore vos projets à venir. Oh, projet à venir. OK. Oui. En fait, ça fait 45 années que je travaille dans le domaine du cinéma comme cascadeur, coordonnateur de cascade, chorégraphe de combat, réalisateur de séquences d'action, maintenant réalisateur. Donc, je bouge plus vers la réalisation, la production, j'écris mes projets. Je suis en développement pour une série télé que j'ai développée. J'ai fait un court-métrage qui a gagné plein de prix à travers le monde. Bref, tout est en développement. Donc, il y a des projets sur la table. Rien que je puisse vraiment nommer de nom, quoi que ce soit, mais il y a des belles choses qui s'en viennent. Et au niveau des arts martiaux, si vous avez encore la chance de devenir 10e dan, Au niveau des arts martiaux, les grades, pour moi, c'est plus ou moins important, honnêtement, parce que à tous les jours, j'essaie d'être mieux, de m'améliorer en tant qu'être humain, en tant que technicien. En vieillissant, ton corps change et tu dois t'adapter. Puis ça, je pense que c'est la plus grande habilité que tu peux développer, c'est vraiment d'avoir cette conscience-là, de t'adapter puis de voir comment ton corps change, ta technique s'améliore toujours de plus en plus. Je préfère le karaté que je pratique, que je fais aujourd'hui versus le 30 ans. Au niveau de la qualité, au niveau du kiné, au niveau d'un paquet de troupes, de la connaissance, de la compréhension et de l'intégration dans la technique. Donc, ouais. Je vois. Justement, déjà, qu'est-ce que vous en pensez maintenant du MMA parce que bon, je pense quand même que vous avez vu l'évolution du MMA entre les années 90, 90 auxquelles déjà, et aujourd'hui quand même. Écoutez, l'avenue du MMA, c'est intéressant. Au début, c'était un peu mix, comme ils disent, mix martial art. Et après ça a évolué vers quelque chose de plus structuré. Les athlètes, les gens vraiment qui pouvaient venir de la lutte ou du karaté, mais ils avaient besoin à ce moment-là, ils ont besoin d'être beaucoup plus, en anglais on va dire well-rounded, ça veut dire que beaucoup plus versatile. Donc l'entraînement a changé et donc ça a fait que la qualité des combats, évidemment, s'est nettement améliorée au fil des années. Puis je peux pas m'empêcher de penser à un de mes amis du Québec, Georges Saint-Pierre, qui est un super ambassadeur pour cette discipline-là, parce qu'à la base, Georges est un karatéka et il a emmené ces valeurs-là, cette image-là à l'intérieur du UFC et ça, c'est vraiment exceptionnel. Et peut-être une question, est-ce que vous voulez dire un petit mot pour vos fans, en tout cas, un petit mot pour vos fans? Ben écoutez les amis, moi ça me fait toujours plaisir de voyager à travers le monde, de donner des stages. J'adore partager mes connaissances. J'espère qu'il y a des gens que j'ai vus il y a plusieurs années. J'espère que vous êtes encore en train de vous entraîner, de pratiquer, de vous développer. Puis, ben écoutez, je viens souvent en Europe, donc on va sûrement se croiser à un moment donné. Merci. 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 Voilà, j'espère que l'interview de Jean Frenette vous a plu. C'était l'occasion de connaître un grand karatéka, champion d'arts martiaux et cascadeur. Pour terminer, je voudrais aussi remercier Pascal Volvert et Jean-Pierre Van Vree de m'avoir permis de rencontrer Jean Frenette et de l'interviewer. Sur ce, on se voit au prochain épisode.